Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne absolument tous, tous les jours, à chaque fois que notre carte bleue chauffe. On a souvent tendance à se dire que nos petits achats du quotidien sont juste une question de besoin ou alors de calcul de budget, mais la réalité est beaucoup plus fascinante que ça. Derrière chaque passage en caisse, il y a en fait des règles sociologiques invisibles, des codes totalement silencieux qui dictent nos choix bien plus qu'on ose l'imaginer. Aujourd'hui, on va démonter la mécanique cachée de nos habitudes d'achat pour comprendre pourquoi consommer, c'est avant tout un acte profondément social. Alors dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Cette petite phrase résonne comme un miroir tendu vers notre société, n'est-ce pas? En fait, elle résume parfaitement l'idée que la consommation, ce n'est pas qu'une simple transaction économique. C'est un langage social ultra puissant et le plus souvent, complètement non dit. Les objets qu'on achète, les vêtements qu'on porte et même ce qu'on met dans nos assiettes parlent pour nous. Ils envoient des signaux en permanence sur nos valeurs et notre place dans la société. C'est un code que tout le monde lit, la plupart du temps de manière totalement inconsciente. Au programme de notre analyse d'aujourd'hui, 1. Le rôle social de la consommation. 2. L'effet Veblen et la distinction. 3. L'imitation et l'appartenance sociale. 4. Bourdieu et la hiérarchie sociale. 5. Ce qui se passe au-delà des classes sociales. Et on finira par 6. L'influence de la publicité. On va peler toutes les couches de ces habitudes en partant de nos choix individuels pour remonter jusqu'aux forces qui manipulent nos envies. Bref, un vrai voyage au cœur de nos placards. Ok, on attaque tout de suite avec le premier point, le rôle social de la consommation. Allez, plongeons-nous là-dedans, parce que faire les magasins ou remplir un caddie, c'est très rarement juste une affaire de limite économique. Pendant super longtemps, la théorie économique classique nous a vendu l'image d'un consommateur ultra rationnel, uniquement freiné par son salaire et ses besoins vitaux. C'est l'illusion économique parfaite. Mais la réalité sociologique, elle, nous démontre tout autre chose. On consomme surtout pour se construire une identité sociale. Déjà au XIXe siècle, on s'était rendu compte que lorsque les revenus augmentent, les dépenses ne font pas que croître, elles se déplacent vers des choses non essentielles. Du coup, acheter dépasse largement le simple cadre du portefeuille pour devenir un acte culturel hautement symbolique. Et c'est là qu'intervient un truc vraiment captivant, l'effet de signe. En gros, la consommation joue le rôle d'un énorme panneau publicitaire qu'on porte sur soi. Prenons un exemple bien visuel, comme les punks, les gothiques ou les skateurs. Leurs fringues, ce n'est clairement pas pour se tenir chaud l'hiver, on est bien d'accord. C'est une consommation qui clame haut et fort leur appartenance à une communauté bien précise. C'est ça l'effet de signe en action. On achète pour montrer qui l'on est, ou parfois qui l'on aimerait secrètement être. On passe à la partie 2, l'effet Veblen et la distinction. Ce besoin viscéral de montrer qui l'on est prend des proportions assez hallucinantes quand on observe les classes supérieures. Regardons comment le désir de se démarquer façonne des dépenses extrêmes. Le point crucial ici, c'est ce que le sociologue Thorstein Veblen a défini dès 1899 comme la consommation ostentatoire. Là, l'utilité de l'objet, on s'en fiche complètement. Le but ultime, signaler un statut prestigieux et marquer une distinction radicale par rapport aux autres. Veblen souligne une dynamique incroyable. Pour que ça marche, il faut afficher une capacité à dépenser sans compter, souvent par l'excès. En gros, ça repose presque nécessairement sur un gaspillage ultra visible de temps et d'argent, juste pour prouver publiquement qu'on n'est pas contraint de travailler pour survivre. À l'époque de Veblen, ça passait par des meubles incroyables ou l'entretien de chevaux de course. Aujourd'hui, cet effet de distinction s'est transformé en un effet de snobisme moderne. C'est la montre de luxe, la voiture de sport ou l'art contemporain. Et le paradoxe est juste fou. Imaginez acheter une montre à 50 000 €, non pas pour lire l'heure, mais précisément parce qu'elle coûte 50 000 €. Contrairement à la logique habituelle, pour ces biens-là, plus le prix augmente, plus la demande grimpe. L'exclusivité garantie par le prix exorbitant devient la traîne numéro 1. Ce qui nous amène à la partie 3, l'imitation et l'appartenance sociale. Parce qu'il n'y a pas que les élites qui cherchent à se démarquer. Changeons d'angle et regardons le reste de la population, où l'objectif est souvent l'exact opposé, s'intégrer. C'est un vrai jeu d'équilibriste entre ces deux forces. D'un côté, on l'a vu, l'effet de distinction pour sortir du lot, et de l'autre, l'effet d'imitation. En fait, les sociologues montrent que les classes aisées lancent des pratiques ostentatoires et les autres classes s'empressent de les copier. On adopte la norme d'un groupe de référence avec une volonté très claire, valider son appartenance sociale à ce groupe précis pour faire comme eux. Et cet effet d'imitation se propage à une vitesse folle, particulièrement chez les jeunes. Pour eux, l'adhésion à un groupe passe massivement par la mode, la marque des chaussures ou le fait d'avoir le bon gadget électronique, comme le dernier smartphone. La norme est diffusée par la société et l'imitation devient la clé absolue de la validation sociale. Honnêtement, ne pas avoir l'accessoire du groupe, c'est carrément risquer l'exclusion.
Allez, on passe à la partie 4, Bourdieu et la hiérarchie sociale. Cette valse constante entre imitation et distinction nous plonge tout droit dans les travaux monumentaux du sociologue français Pierre Bourdieu, qui nous montre que nos goûts reflètent une hiérarchie très très rigide. Et ce tableau illustre brillamment ce que raconte Bourdieu dans son livre La Distinction. Regardez, la bourgeoisie va toujours privilégier la finesse, le rare, les musées ou des sports distinctifs comme le golf. A l'inverse, les classes populaires sont souvent orientées vers des choix dictés par la quantité, le familier et des sports plus communs comme le football. Pour Bourdieu, nos choix culturels ne servent pas juste à afficher nos goûts, non, ils servent à maintenir nos positions sociales, ce qui fiche complètement la hiérarchisation de l'espace social. Et pour ancrer ça dans notre réalité d'aujourd'hui, les chiffres d'une étude de l'ANSES en 2017 sont sans appel. L'alimentation reste un marqueur colossal des inégalités. Les cadres consomment 2 fois plus de bio et adorent les marchés ou les circuits courts. Chez les ouvriers, on se tourne beaucoup plus vers les grandes surfaces avec une part plus importante de soda ou de viande. Nos paniers de courses sont littéralement le miroir des inégalités qui perdurent selon les milieux sociaux. Partie 5, au-delà des classes sociales. Bon, la classe sociale, c'est un moteur énorme, c'est sûr. Mais la sociologie moderne nous rappelle qu'il y a plein d'autres petites variables qui viennent dicter ce qu'on achète. Prenez l'âge, par exemple. Les générations consomment de manière radicalement différente. Les jeunes règnent en maîtres sur l'économie de l'immatériel. Le streaming et le numérique, c'est leur domaine. Les seniors, par contre, ancrent leur consommation dans des trucs plus traditionnels, comme la presse papier ou les voyages organisés. L'âge crée donc des fractures nettes dans ce qu'on valorise au quotidien. Et il n'y a pas que l'âge. L'environnement géographique ou même le genre jouent un rôle indéniable. Selon la région où l'on vit, la boisson sur la table variera entre le vin, la bière ou le cidre. Le lectorat des magazines, pareil, il est souvent hyper segmenté selon le genre. Bref, toutes ces briques, l'âge, la région, le sexe, elles s'emboîtent pour sculpter cette fameuse identité sociale qu'on affirme en achetant. Nous voilà à la partie 6, l'influence de la publicité. La dernière couche de notre analyse. Car soyons réalistes, toutes ces envies de s'intégrer ou de se démarquer, elles ne tombent pas du ciel par magie, elles sont fabriquées. C'est l'économiste John Kenneth Galbraith qui a magistralement cassé le mythe du consommateur roi. On s'imagine toujours que le marché se contente de fabriquer ce qu'on demande. Or, la réalité, c'est ce qu'il appelle la filière inversée. Ce ne sont pas nos demandes qui dictent l'offre. Ce sont les entreprises, via la pub et la mode, qui inventent et modèlent nos besoins. L'industrie crée un manque, impose une nouvelle norme, et hop, on se retrouve à consommer juste pour rester dans la course sociale. En fait, la pub exploite à fond notre imaginaire. Elle s'appuie habilement sur la pression sociale pour capter ce besoin viscéral qu'on a d'exister, de faire partie du groupe ou d'en sortir, et elle transforme ça en profit. Les marques ne nous vendent plus juste des produits, elles nous vendent un statut, une émotion, un rêve, une vraie place dans la société. Ce qui nous laisse avec une vraie réflexion pour terminer. Quand on voit tous ces mécanismes, des effets de signaux-snobisme de la bourgeoisie, en passant par notre besoin d'imitation et la force de frappe de la publicité, il faut se poser la question. Lors de notre prochain passage en caisse, ce petit objet convoité, est-ce qu'on l'achète vraiment pour son utilité pure, pour projeter une image de réussite et se démarquer, ou secrètement juste pour adhérer aux normes invisibles d'un groupe ? Prendre conscience de toutes ces petites ficelles invisibles, c'est peut-être le premier pas vers une vraie liberté de choix. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une prochaine analyse.